tous et bienvenue dans ce nouveau Live Noise. Donc aujourd'hui, je suis avec Clément Corcelette, qui est Social Media Manager dans notre agence de Lyon, et avec Pierre Sœur, qui est consultant SIA dans notre agence de Lille. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la synergie entre SIA et social media et voir un petit peu comment cette synergie justement entre ces deux expertises qu'on a la chance d'avoir dans nos agences chez Noise peuvent vous aider à booster à la fois votre engagement mais également vos ventes sur Internet. Donc on va commencer très rapidement du coup avec tout de suite le déploiement de ce webinaire. Je vous laisse en très bonne compagnie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Bonjour à tous, donc moi c'est Pierre, effectivement je suis consultant ici chez Noise et donc je travaille essentiellement sur tous les leviers possibles imaginables nécessitant les campagnes d'acquisition, ce genre de choses. Et moi de mon côté, je vais me présenter aussi. Bonjour à tous, donc je suis Clément Corcelette, social media manager à l'agence Noise. On est deux dans le social media. Et donc on s'occupe de tout ce qui est stratégie, audit, recommandations stratégiques et accompagnement. Et on aura le temps d'en parler un peu plus tard lors de quelques slides qu'on va pouvoir vous présenter. Hop, alors du coup au programme, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a délimité un petit peu ça sur 5 étapes. Donc l'étape 0, on va dire tous les prérequis, tout ce qui est nécessaire d'avoir tant dans l'état d'esprit que de la préparation pour lancer un petit peu tous les projets qu'on va vouloir avoir. Ensuite, on aura 3 temps, le avant-projet, durant le projet et après le projet qui définiront un petit peu les étapes et les actions qui seront nécessaires à avoir dans les campagnes social media et social ads que vous allez mener. Et enfin, la dernière étape, ce sera un petit peu des projections, des idées, des bonnes pratiques à faire pour continuer le travail que vous aurez déjà mené et rebondir un peu sur les résultats. Donc les prérequis, la première partie, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit avoir avant tout démarrage de projet, de conversion, etc. On verra par la suite. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que le social media va de pair avec évidemment les social ads. En 2024, c'est presque un passage obligé de passer par les ads. Mais pourquoi lier les deux approches? Le social media est vraiment la base globale et on commence vraiment par social media. Ce que j'entends par social media, c'est vraiment avoir une vision de la présence, des présences sur lesquelles on veut aller. Donc vraiment avoir une stratégie de présence, de se dire où sont nos cibles et quels réseaux sociaux je dois investir. Et ça, c'est vraiment important. On passera après par une phase de stratégie et d'animation, on y reviendra par la suite. Mais vraiment, pourquoi lier ces deux approches? Parce que le social media, on va évidemment avoir un discours, un langage, un univers de marque. Et le social ads, on pourra cibler plus précisément, mesurer beaucoup mieux nos actions, avoir un retour sur investissement. Pierre ne pourra pas me contredire. Pouvoir faire évidemment des campagnes spécifiques pour tel ou tel produit ou tel événement. Et évidemment, ça sert aussi à avoir des objectifs clairs sur ce qu'on veut vendre, évidemment. Sur la slide suivante, je vais laisser la main à Pierre, justement, qui va vous parler de l'approche Smart, justement, qui paraît évidente, mais qui est vraiment essentielle. Donc c'est une vieille notion du marketing, mais qui est encore très très intéressante à maintenir. Elle permet déjà d'avoir le bon état d'esprit pour lancer son projet. On utilise donc la logique SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Donc, par spécifique, on entend quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Pourquoi on se lance dans tel ou tel projet? Qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin? Mesurable, il faut qu'on puisse quantifier un peu les résultats. Est-ce qu'on se donne un objectif de lead? Combien de leads en plus, en pourcentage ou autre? Combien de ventes générées en plus? Quel reach atteindre pour celui-ci, pour avoir tel ou tel coût?
Qu'est-ce qu'on veut obtenir de tout ça? Atteignable, simplement, ça va être logique. Il faut que l'objectif soit réaliste et réalisable avec les ressources disponibles que vous avez. Si on veut faire un 8/4 le ROS que vous avez, est-ce que c'est vraiment possible? Réaliste ou pertinent, ça dépend. Réaliste par rapport aux besoins et aux priorités de l'entreprise. Vous vous renseignez sur la stratégie globale de l'organisation, on aurait plus de leads si l'objectif est d'augmenter les ventes. Ça, je peux faire simplement les ventes pour avoir du reach, ça n'a pas de sens. Et enfin, temporel, assez logiquement, il faut que l'objectif soit constamment grand. On puisse avoir une date butoir, une période un petit peu spécifique, à partir de laquelle on va analyser, prendre le point de ce qu'on aura fait et adapter ses besoins. Si on suit ces 5 règles, on avancera bien. Au-delà de cet objectif SMART, ce que je disais tout à l'heure, c'est évidemment en prérequis d'avoir une vision de présence, donc avoir une stratégie de présence avant même d'avoir une stratégie social media. C'est quelque chose qui est très important. On peut parfois se dire en tant que marque, tiens, ce réseau social-là, il est à la mode, il est tendance, je vais forcément y aller. Ça peut être une bonne idée, mais ça peut être aussi à double tranchant, dans le sens où peut-être que votre cible n'est pas sur ce réseau social. Donc, vous allez investir un réseau social, du temps, peut-être aussi de l'argent, de l'humain sur un réseau social qui, au final, ne trouvera pas forcément de preneur ou votre marque n'aura pas forcément de visibilité auprès d'une cible qui sera de qualité. Évidemment, il y a beaucoup de plateformes qui existent, beaucoup qui meurent, qui naissent aussi. On a identifié 4 grosses plateformes actuelles qui, évidemment, dans 5 ans, seront peut-être obsolètes ou pas. Facebook est toujours là. On a évidemment donc Facebook, c'est le classique vraiment des réseaux sociaux, un des plus vieux, j'ai envie de dire, si on compte pas MySpace. Mais la question en 2024 de se dire est-ce que c'est vraiment crédible de créer une présence sur Facebook de nos jours, la question peut se poser réellement, sauf si on voit vraiment que notre cible, c'est toujours le même problème, enfin la même problématique. Est-ce que notre cible est vraiment sur Facebook? Si elle n'y est pas, on peut se permettre de ne pas forcément être sur Facebook. Il est encore difficile, enfin il est toujours difficile, même maintenant, de créer une communauté. Typiquement, les gens qui sont sur Facebook n'ont plus vraiment l'habitude d'aller liker des pages. Ils vont surtout liker des contenus, pas forcément des pages. Le deuxième, évidemment, la deuxième grosse plateforme, c'est Instagram. Bon, je ne vais pas te dire ce que c'est Instagram, hein, tout le monde sait à peu près ce que c'est, qui appartient au groupe Meta, donc qui a Facebook et aussi WhatsApp, entre autres. C'est devenu, au fur et à mesure, la plateforme vraiment de masse, là où sont peut-être le plus de cibles actives en ce moment. Donc qui ont migré un petit peu de Facebook vers Instagram avec le temps, qui était une plateforme assez jeune il y a encore quelques temps et qui maintenant est vraiment, on va dire, assez ouverte à tous. Donc elle est intéressante cette plateforme, même s'il faut prendre en considération l'aspect visuel très très important et tous les formats, tout ce qui est story, reels, etc. C'est une plateforme qui change très souvent. Troisième grosse plateforme, c'est LinkedIn, qui était et qui est toujours la plateforme des professionnels, mais qui s'ouvre petit à petit. Ça fait quelques mois, voire une couple d'années, on sent qu'il y a quand même une ouverture au grand public. Ça reste assez école blanche, j'ai envie de dire. Mais on voit, par exemple, il y a quelques jours / semaines, sur l'application LinkedIn, on a pu voir un espace dédié aux vidéos, un petit peu à la Reels, format vertical, etc. Ce qui sous-entend encore plus que LinkedIn s'ouvre justement au contenu grand public, pas forcément recrutement, pas que recrutement en tout cas, mais ça reste encore une plateforme de professionnels. On le voit notamment sur la période estivale, sur les statistiques, on y reviendra de l'importance des statistiques, de voir que là où sur Instagram et Facebook, les couvertures, les impressions, la visibilité restent assez globales et avec une moyenne qui ne tombe pas forcément pendant juillet-août, sur LinkedIn, pardon, c'est le cas. Il y a encore vraiment ce côté, je vais sur LinkedIn quand je suis vraiment dans mon travail, voilà. Quand je suis en vacances, je débranche un petit peu. Quatrième plateforme, évidemment TikTok.
le grand réseau social qui a fait son gros boom lors du confinement et de la période Covid. C'est là où je parlais justement de la bonne idée de se dire c'est un nouveau réseau social tendance, donc forcément je vais y aller. Il y a beaucoup de marques qui y vont, qui n'ont pas forcément de vrais résultats derrière, alors qu'ils ont pris du temps à faire des vidéos, etc. Donc c'est vraiment, là je parle vraiment de l'animation communautaire, pas forcément d'achat d'espace, etc. La Pierre pourra vous dire évidemment que ça dépendra vraiment de vos objectifs. Mais voilà, TikTok, à réfléchir et ne pas forcément être blessé dans ce réseau social-là. Et on a aussi d'autres réseaux sociaux qu'on n'oublie pas évidemment. Alors certains qui ne sont pas forcément considérés comme des réseaux sociaux, YouTube, Pinterest, même Discord, c'est plus la limite de la discussion. Snapchat, où avoir un aspect communautaire est assez compliqué, là où l'achat d'espace est peut-être plus facile. X, qui connaît des hauts et des bas. X, qui est compliqué à intégrer dans une stratégie de présence en 2024 aussi. Quand on y est depuis quelques années, c'est intéressant. Débarquer sur X en 2024, faut vraiment bien réfléchir, avoir une bonne stratégie, voir vraiment ses cibles et aussi l'aspect humain en interne ou en sous-traitant, parce que ça demande beaucoup de temps et de contenu. Voilà. En précisant que chacune des plateformes, par contre, a aussi un espace monétisé, même Discord maintenant, on peut y jeter de la pub. Maintenant, les prérequis techniques. Donc là où effectivement c'est un peu plus compliqué, moins amusant, mais c'est nécessaire. Où effectivement il faut faire en sorte que tous ces comptes, tous les leviers que l'on va activer soient correctement paramétrés, qu'on ait toutes les ressources disponibles de la part de tous les réseaux. Donc ça passe évidemment par la création des comptes, les comptes business en général qui servent aux deux usages. Même si effectivement on peut faire des sponsorisations ou simplement du contenu naturel sur une page ou un compte Instagram ou une page Facebook, il vaut mieux quand même avoir une certaine structure, un côté business en place. Donc, toutes les plateformes proposent ce genre de choses maintenant et permettent justement d'avoir cet aspect un peu plus entreprise, corporate pour la gestion de ces réseaux. Et évidemment, ça passe aussi par l'étape essentielle de brander, d'ajouter vraiment sa marque sur tout ce qui concerne les comptes. Donc, logo, visuel de la marque, description, tous les moyens de contact possibles, URL de page web, et réfléchir aussi à tous les appels à action, donc tous les CTA, comme par exemple les contacts nous sur notre site. On n'oublie pas évidemment pour la partie social media les outils de gestion. Si effectivement on peut utiliser les leviers en propre, en direct avec leur plateforme, c'est le cas. Il y a quand même des outils qui facilitent grandement la gestion de ce genre de choses. Ça passe comme des outils par Outsuite, Buffer, Swello, Laters, qui permet quand même de gérer ça et surtout de gérer plusieurs comptes en même temps. Enfin, il y a l'autre slide. Enfin, pour la partie un peu plus ad, donc achat d'espace, on va avoir ce qui s'appelle donc les parties création de comptes publicitaires, avec typiquement le Facebook Business Manager, le LinkedIn Campaign Manager et ainsi de suite. Bref, c'est ouvrir les comptes ads, associer les comptes ads aux comptes déjà existants de business qu'on aura créé au préalable. Et évidemment, qui dit ads dit aussi tracking. Ce n'est pas quelque chose qu'on néglige, au contraire, c'est ultra important. On n'oublie pas l'objectif de quantifier un petit peu tout ce qu'on fait. Ça passe par ça. Donc, on ajoute un pixel ou un tag, ça dépend le nom que porte sur la plateforme, c'est la même chose. Le Google Tag si on utilise Google, et on peut ajouter aussi une surcouche avec l'emploi d'UTM, une espèce de suffixe qu'on ajoute à la fin de tous les liens d'annonce, qui permet de faire remonter toutes les datas en plus sur notre Analytics, que ce soit Google Analytics, Piano, Matomo, peu importe. Et enfin, la douloureuse, hélas, ce n'est pas gratuit, effectivement. Donc, Clément l'a bien dit juste avant, ça passe souvent même en média par de la sponsorisation, et en ads, ça ne passe que par de l'achat. Il faut évidemment ajouter un moyen de paiement à ces comptes pour justement les utiliser, tout simplement les utiliser finalement. Une fois que justement on a ces prérequis, qu'il y a déjà une bonne to-do list, désolé, hein, on aura un aspect très stratégique avec la stratégie de présence, pardon. Tout ce qui est le côté technique, prérequis technique, pardon,
qui paraissent évidentes, mais qui sont extrêmement importantes. Évidemment, on passe à l'avant-projet et tout commence par des stratégies. Encore une fois, désolé, hein, mais c'est vraiment les bases solides qu'on a. De mon côté, quand je parle de mon côté, c'est le côté social media, animation globale sur le long terme de vos présences. Tout commence par la stratégie social media. Comment et pourquoi doit parler mon entreprise. Alors, vous avez eu justement la stratégie de présence en disant où je dois parler. Maintenant, c'est comment je dois parler. Avec des thématiques, etc. On va déployer ça dans les slides suivantes. Et en plus, on aura évidemment la stratégie ads et social selling, où là, on aura forcément des analyses pour toucher des cibles adaptées, avec des contenus adaptés et évidemment un budget, etc. Si je commence par la stratégie social media, déjà à quoi ça sert? On peut se dire des fois, tiens, maintenant je suis sur mon page Facebook ou sur mon compte Instagram, je vais commencer à poster, c'est facile. C'est pas si facile que ça. Les marques, on sent que ça paraît naturel de voir leur contenu. C'est parce qu'il y a eu du travail de stratégie en amont, justement, pour être le plus efficace possible, pour toucher, une fois de plus, leur cible. Donc la stratégie social media est essentielle donc, pour diffuser le plus efficacement possible ces contenus. Donc on va vraiment mettre à plat comment on va parler, avec quel contenu. Évidemment, pour créer une communauté, c'est presque même le premier point. Pour évidemment la créer, lui donner envie de nous suivre, évidemment la fidéliser. Des gens qui peut-être vous connaissent déjà ou vont vous connaître par vos réseaux sociaux. Voilà, c'est des communautés qui vont être une communauté qui va être homogène, qui va faire partie avec plein de personnes différentes qui ont accès à votre contenu de manière différenciée. Et ensuite, créer une image online, là qui viendra aussi pousser l'efficacité des ads, qui viendra rassurer aussi. C'est dommage, c'est aussi pour ça que je suis là, de se dire je vais juste faire de la sponsorisation sans forcément avoir de présence construite sur le long terme, parce que les gens vont peut-être cliquer sur votre contenu, s'intéresser à vous, vouloir en savoir plus, et au final voir que c'est un peu une coquille vide au-delà des ads. Ça, c'est ce qu'on veut éviter quand on est une marque. On veut vraiment avoir une image, avoir un univers, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on fait de la stratégie. Donc c'est évidemment une étape clé. Mais qu'est-ce qu'elle doit contenir? Parce que ça peut paraître un peu flou de se dire comment on crée un peu une stratégie. Tout d'abord, c'est avoir une vision claire possible. C'est peut-être le mot que je redis le plus souvent dans ce webinaire, c'est le mot cible, mais c'est vraiment le début de tout. C'est de savoir à qui je parle, évidemment. Et pas forcément de se faire plaisir juste parce qu'on a envie de faire ci, de faire ça. Peut-être que vous n'êtes pas la cible. Il faut vraiment connaître ses cibles. Donc, il faut savoir ses habitudes, ses attentes. On peut limite créer des personas. Ça peut aider justement après à découler des thématiques. Donc, une fois qu'on a ses cibles et ses objectifs, évidemment, est-ce que je veux avoir de la visibilité? Est-ce que je veux avoir de la notoriété? Est-ce que je peux avoir de l'engagement, etc. On aura une vision éditoriale des contenus. Donc, c'est vraiment le cœur de la stratégie. C'est souvent ce qui intéresse le plus nos clients quand on fait la recommandation stratégique. C'est la vision éditoriale et la vision graphique. Évidemment, c'est un petit peu la conclusion de toutes nos pensées stratégiques. Donc, c'est là où tout va se créer. Donc, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je poste? Donc, on va travailler par thématique ou par rubrique à aborder. Donc, on va avoir des grandes familles avec des sous-catégories de thématiques. La fréquence des contenus. Combien de contenus je poste par semaine? C'est souvent par semaine ou par mois qu'on a cette vision-là. Est-ce que c'est 2 contenus sur Facebook, 3 contenus sur Instagram? Quel format aussi? Est-ce que je passe sur des reels? Est-ce que je passe sur du format carré? Est-ce que je fais des diaporamas, etc. Sur le côté rédactionnel, on a aussi le champ lexical, le ton. Est-ce que je vais vous voyer? Est-ce que je vais tutoyer? Est-ce que je vais faire des jeux de mots? Est-ce que je vais rester expert? Est-ce que je vais utiliser un jargon ou pas? Tout ça fait partie réellement de la stratégie. Donc ça donnera vraiment une couleur à vos messages et à votre prise de parole. Typiquement, Burger King ne va pas parler comme EDF. Voilà, ça paraît bête comme ça, mais c'est un bon exemple peut-être de montrer un petit peu les deux étapes, les deux styles rédactionnels qui peuvent être créés.
Et se donner aussi les bonnes pratiques. On y reviendra aussi plus tard, mais les algorithmes sur les réseaux sociaux changent souvent. On parle de hashtags qui sont actifs sur LinkedIn, mais qui ne le seront plus dans quelques temps, qui ne sont pas forcément utiles sur Facebook. Combien de lignes je dois créer de mots réellement je dois créer sur Facebook? Est-ce que je mets des stories avec beaucoup de texte sur Instagram? C'est plein de choses comme ça qui forcément sont assez vite obsolètes. Donc, il faut garder vraiment une veille. Mais bon, là, je spoil un peu une slide vers la fin. Mais voilà, c'est ça aussi, la vision éditoriale et la vision graphique, évidemment. Là où il y a encore quelques années, le visuel n'était pas forcément important, maintenant, c'est devenu la top priorité. C'est de créer un univers visuel qui reprend évidemment votre univers au-delà des réseaux sociaux. Qui ne veut pas dire que vous avez une certaine liberté de créer pour du contenu 100% social. Mais c'est quand même intéressant de se dire que le social media vient se greffer à votre univers global. Donc, évidemment, créer des gabarits. Est-ce que je mets le logo parce que je veux gagner en notoriété, en visibilité? Est-ce que je reprends des tendances, des trends que j'ai pu voir et que je me les approprie? Quel genre de texte je vais prendre? Est-ce que je mets vraiment du texte sur mes visuels, du 100% texte ou pas? Là aussi, c'est cette réflexion-là qu'il va y avoir dans la stratégie social media. Évidemment, une fois qu'il y a la stratégie social media, on passe à la stratégie social ads. Et là, je vais laisser Pierre en parler. Alors, pendant que ça social là, du coup, on va reprendre quand même certaines des étapes qui ont été utilisées pour la partie social media, à savoir, effectivement, il faut comprendre ses cibles, ça c'est une chose, mais il faut aussi savoir un peu analyser un peu les réseaux actuels en termes de performance, d'historique, voir ce qui a marché ou non, si ça a déjà été fait auparavant, sauf si auparavant sur une création pure et que rien n'a été fait auparavant. Bref, étudier le potentiel de ce qu'on a déjà. Ça partira ensuite par l'étude de la concurrence. C'est l'avantage que l'on a aussi par rapport à ça, c'est qu'il nous est possible, dans une certaine mesure, d'observer, de voir un peu ce que la concurrence fait, d'analyser un peu leur retour, ce genre de choses. D'autant plus que maintenant, chacun des leviers a une obligation au niveau de la loi, et c'est de proposer une forme de bibliothèque publicitaire dans laquelle il est possible de retrouver le contenu de ses concurrents, pour autant qu'on les connaisse évidemment. Ça me permet de s'inspirer, certes, mais aussi de savoir un peu ce qu'ils font et d'éviter de faire exactement la même chose, donc de se démarquer d'eux. Parce qu'effectivement, le côté, contrairement au social media, le social ads va essayer vraiment d'aller un peu plus finement dans la cible qu'on le souhaite atteindre. L'idée étant aussi de se démarquer parce qu'il est certain que les concurrents la veulent aussi, cette cible. Étude du coup de ces cibles-là en question, comme Clément l'a dit, même principe, on va essayer de bâtir des personnages, comprendre des comportements, bâtir plusieurs cibles, des cœurs de cibles, des cibles principales, des cibles secondaires, des cibles rebonds aussi si effectivement on réussit à toucher quelque chose qu'on n'avait pas envisagé de base et qui peut se dégager par la suite, mais l'idée c'est au moins de savoir ce sur quoi on part. Soit on a de la data et très bien on peut l'utiliser, on peut même utiliser les audiences qui ont déjà été créées à la base et les adapter, ou bien simplement partir sur quelque chose de complètement nouveau, d'utiliser la data des réseaux sociaux, car effectivement, contrairement à Google, qui lui apprend à nous connaître au fur et à mesure de l'utilisation qu'on va en faire, quand on est sur Meta, TikTok et tous les réseaux, on se crée un compte. On donne énormément d'informations au préalable, on est déjà clairement identifié sur pas mal de nos goûts et de nos habitudes, et ces données-là ne font que grandir au fur et à mesure qu'on utilise la plateforme. Ça nous est du coup très utile pour cibler en tout cas assez finement justement les personnes que l'on souhaite avoir. Ensuite, du coup, hop, ici on va choisir ces réseaux selon ces cibles. Étant donné qu'on a beaucoup plus de réseaux, qu'on n'est pas obligé effectivement d'être forcément présent, même si c'est foncièrement recommandé. On peut exploiter plusieurs réseaux en même temps, c'est même recommandé pour avoir des points de touche supplémentaires. Chaque réseau a un comportement qui lui est propre. Effectivement, on ne va pas aller sur LinkedIn comme on va aller sur Meta, comme on va aller sur TikTok. C'est des usages complètement différents. Il faut se poser, réfléchir au format, aux cibles, mais aussi au budget, car effectivement, chacune des plateformes a une méthode un peu à elle pour monétiser un peu ses contenus. Typiquement sur LinkedIn, il va y avoir un coût minimum pour commencer à travailler dessus. Sur Pinterest, ce sera un petit peu moins cher que sur Meta. Sur TikTok, c'est beaucoup de contenu vidéo. Du coup, en fonction de là où on va se placer, ça va avoir différents coûts.
Bref, c'est une réflexion à avoir. Ensuite, on va poser sa stratégie. On va commencer justement par définir qu'est-ce qu'on veut atteindre pour chacune des campagnes. Chaque campagne doit avoir un but et un résultat attendu. Ce résultat attendu doit être quantifié et donc on revient toujours à l'aspect tracking. Et là, on ne s'en sortira jamais, toujours plus de data. On veut savoir ce qui se passe, donc il faut vérifier effectivement son tracking en place, mais aussi les conversions que l'on va mettre en place sur le compte. En gros, tous les objectifs possibles et imaginables qu'on va vouloir espérer atteindre. Ça passe peut-être simplement par des vues de vidéos, des vues de pages, des, des contenus qui ont été vus, observés dans une certaine durée, mais aussi des objectifs beaucoup plus concrets comme l'emplissage de formulaires, de génération de leads, d'achat, de mise au panier, ce genre de choses, tout ce qu'on veut vraiment obtenir dans un business model où clairement on en veut pour son argent. Beaucoup de solutions qui passent que j'ai listées tout à l'heure, comme les pixels, les tags, mais on en discutera un peu après. Maintenant, la phase de projet, quels outils, quelles habitudes on a une fois qu'on a lancé un peu tous ces projets? Du côté de l'animation social média, donc évidemment, une fois qu'on a la stratégie de présence, la stratégie social média, enfin, vous allez pouvoir poster, pas de problème. Vous êtes normalement, vous êtes armé pour commencer à poster. En gros, l'animation social média, en résumé, on a essayé de faire quelque chose d'assez clair et d'assez simple. C'est donc évidemment la création de contenu avec planning, respect des thématiques que vous avez abordées lors de la stratégie. Nous, par exemple, pour aller dans les petits papiers et dans le backstage de Noise, en social media, pour nous, on travaille les plannings mensuellement. C'est globalement ce qui est souvent fait. Ça permet d'avoir une vision pas trop long-termiste et pas trop court-termiste non plus. Parce que travailler de semaine à la semaine, c'est juste pas possible. Donc mensuellement, on se dit on a X contenu sur Facebook, X contenu sur Instagram. Peut-être que des fois il y a de la duplication, même si on s'adapte à la plateforme. Il peut y avoir le même message parce que nos cibles sont peu ou prou les mêmes sur Facebook et sur Instagram. Donc on peut se permettre de faire le même style de contenu. Donc c'est de faire cette création-là, donc les wordings, ce qu'on appelle les textes des publications, et puis aussi la création visuelle de ces publications-là. Une fois qu'on a ça, on a évidemment la diffusion des messages sur les réseaux sociaux. Alors il existe soit des outils de programmation type Swello ou Suite, des choses comme ça. Il est aussi possible de poster directement sur les réseaux sociaux. L'avantage de poster directement sur les réseaux sociaux, c'est d'être au fait des dernières actualités de changement des réseaux sociaux, ce qui est souvent le cas, de se dire, OK, ce format-là, l'API Swello ou Tweet ne l'a pas encore, mais moi, je peux l'avoir directement. Après, si on sait qu'on est globalement sur le même style de format, c'est possible évidemment d'avoir des outils de programmation qui sont plus larges, ce qui vous permet aussi parfois d'avoir des petites aides. Typiquement, nous, on peut travailler avec Swello qui nous donne un quality grade selon la longueur du post, selon le format, selon l'heure aussi, etc. De son côté, il a des petites infos et il peut nous donner une note à notre publication qui sera programmée, de ce qui est intéressant. Et on peut aussi avoir un calendrier de l'ensemble des contenus. Une fois qu'ils sont programmés, une fois qu'on a validé l'ensemble des contenus sur le mois, on peut tout programmer d'un coup et on a une visibilité sur un calendrier par mois. Ça aussi, c'est intéressant. Une fois qu'on diffuse, évidemment, il ne faut pas oublier de modérer, ce qui est parfois mis de côté par certaines marques, mais aussi lors de la sponsorisation. Parfois, on a des contenus qui sont sponsorisés et qui ne sont pas modérés. Et on se retrouve avec des publications sponsorisées avec beaucoup de commentaires, parfois négatifs. Selon les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est souvent, voilà, les gens sont plus à l'aise de dire ce qu'ils pensent que sur LinkedIn où ils ont l'aspect un peu professionnel. Donc en tout cas, la modération au-delà même des ads, c'est vraiment important. Au-delà de faire un peu la police, ou en tout cas l'administrateur, de se dire là je vais masquer, je vais supprimer, etc. On peut aussi garder ce côté fidélité avec la communauté, d'aller liker des publications qui sont positives, enfin des commentaires pardon, qui sont positifs,
d'aller répondre, d'aller dire merci. C'est des choses qui paraissent vraiment assez évidentes, mais qui ne sont pas forcément faites par l'ensemble des marques. Que nous, on s'efforce de faire à l'agence auprès de nos marques, c'est d'aller au-delà de la simple publication, mais d'aller vraiment au-delà, même de la modération. On peut même parler de maillage, de parfois se poser, se dire ok, je vais suivre des marques pardon, qui peuvent me ressembler, des partenaires, même des gens qui peuvent m'inspirer, etc. D'aller liker du contenu en tant que la marque. C'est aussi ça les réseaux sociaux. C'est pas forcément que du descendant. C'est vraiment avoir un échange, d'aller commenter en tant que marque auprès d'autres publications. C'est ça aussi qui fait les réseaux sociaux. Et ce qui fait les réseaux sociaux, c'est aussi la régularité. On peut voir parfois, nous, lorsqu'on fait des audits de présence de futurs clients, c'est de voir qu'ils ont des publications qui sont postées pendant un mois. On peut voir 10-15 posts sur le mois de janvier, et après on ne voit plus rien jusqu'au mois de juin-juillet, et ils reprennent la parole au mois de juillet. Ça, c'est pas une bonne façon de faire sur les réseaux sociaux. Autant faire peut-être moins, parce que humainement, en interne, peut-être qu'on a moins la possibilité de pouvoir faire quelque chose de concret et de vraiment suivre, etc. Mais autant faire peut-être moins de publications, mais de les déployer sur le long terme. D'où aussi l'importance de la programmation aussi. On a peut-être des publications qui ont une durée de vie, peut-être le créer en janvier et qui sera toujours potable en juin. Donc on peut se permettre de la créer en janvier et de la programmer pour le mois de juin par exemple. Mais c'est de garder vraiment sur le long terme une animation et de ne pas tout donner pendant un mois, après faire les morts et de revenir à la fin de l'année comme si rien ne s'était passé. C'est vraiment quelque chose, c'est évident, mais c'est vraiment des bonnes pratiques à avoir. Évidemment, les réseaux sociaux, comme je disais plus tôt lors de la présentation, en 2024, la sponsorisation paraît évidente, même obligatoire. Et ce n'est pas parce que vous postez 100%, que 100% de votre communauté va voir le contenu. Ce n'est malheureusement plus le cas sur, je pense, aucun réseau social. On voit parfois des contacts nous dire j'ai 10 000 abonnés sur Facebook. Donc quand je poste un message, j'ai mes 10 000 abonnés qui vont le voir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a environ 5-6% de notre communauté qui va voir la publication, et plus notre communauté est forte, moins de gens vont le voir. Ça paraît bête, enfin ça paraît pas logique, mais c'est pourtant le cas. Donc une stratégie de ads est vraiment obligatoire quand on est sur les réseaux sociaux. Et c'est là que je passe la main à Pierre, qui a des sur la sponsorisation. Alors effectivement, comme l'a dit Clément, effectivement, en naturel, effectivement, il faut jouer avec l'algorithme, il faut vraiment qu'il y ait une espèce d'engouement, une espèce de buzz pour que ça finisse par performer ou autre, sinon effectivement ça commence tout petit. Avec une sponsorisation, finalement, on pourrait croire que c'est un espèce de code de triche, pas vraiment. C'est une manière différente de communiquer. On rentre juste dans un autre système. L'avantage de faire ça, c'est qu'en mixant les deux approches, d'un côté, on peut sponsoriser effectivement le contenu social media, côté ads, on peut profiter des audiences social media pour faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Typiquement, je parlais un peu de data sur des comptes que vous pouviez déjà avoir sur des comptes déjà préexistants. En ayant une stratégie social media en parallèle de ce que l'on fait en social ads, c'est toujours intéressant parce que du coup, on peut aller, admettons, retargeter les personnes qui sont allées simplement voir un post, qui ont liké ce post, qui ont répondu. On peut à partir de cette audience-là créer des looks avec des audiences similaires. On va demander à l'algorithme de chercher des gens qui se rapprochent beaucoup de tous ceux qui ont liké, mais qui seraient encore ailleurs. On peut aller rechercher une grosse audience de fans, faire un contenu que eux vont absolument voir. On va réussir à le toucher en payant pour vraiment aller chercher ces gens qui sont déjà ultra qualifiés en termes d'audience. On peut vraiment profiter de tout ça. On a aussi une multiplicité de formats possibles pour toucher toutes ces personnes.
Je les détaillerai un petit peu plus tard, mais typiquement, on le connaît tous, vidéo, carrousel, formulaire, réel. Voilà, il y a quand même une pluralité de formats disponibles pour toucher efficacement toutes ces cibles. Évidemment, quand on fait tout cela, on suit attentivement les retours directs de ces campagnes-là. Donc, je ne parle même pas des KPIs qui sont beaucoup plus loin, comme les achats, mais vraiment, on fait attention à sa fréquence, voir qu'on ne diffuse pas trop aux mêmes personnes. Les CTR, quel est le taux de clic? Est-ce que les gens voient bien les pages, le contenu que j'essaie de leur proposer, en plus du post que je sponsorise ou de la campagne que je suis en train de mener? Est-ce que déjà les prémices de la campagne se passent bien? Effectivement, on suit tout ça de près et on n'hésite pas à corriger le tir très vite. Typiquement, couper une annonce qui ne diffuse pas, qui n'est pas rentable, qui n'a pas les objectifs intéressants. Si on diffuse 5 annonces, on voit qu'il n'y en a que 2 qui performent, et ben on coupe les 3 autres, ou on change le message, on l'adapte. Bref, on n'attend pas la fin de la campagne pour réagir, pour optimiser. Au contraire. Et évidemment, ça passe aussi par une optimisation des enchères et du budget. Est-ce que comment on est rentable sur les sujets que l'on veut mettre en place? Est-ce qu'on veut mettre un peu plus parce qu'on sent que la campagne performe et du coup, finalement, ça vaut peut-être le coup de rajouter un peu au coût, sachant qu'ici en AS, on parle souvent en coût par jour. Souvent, on parle au coût par mois, mais ce n'est qu'une déclinaison de le coût par jour multiplié par 30. Donc, généralement, c'est toujours une notion journalière en termes de budget. Alors au niveau des formats justement, ils sont multiples. On connaît du coup le plus classique, l'image seule avec un contenu, avec un wording évidemment associé. Il est commun à toutes les plateformes, tout le monde l'a. Après on va rentrer dans des formats qui sont un peu plus spécifiques. On a la vidéo qui reste quand même très facile à avoir, qui permet de capter l'attention et de jouer très vite sur l'émotion. C'est assez facile d'attirer et de générer quand même pas mal de choses. L'intérêt ici, par exemple, c'est que même si la campagne vidéo ne donne pas de résultats probants, on peut ensuite recibler les personnes qui auront vu ces vidéos-là, justement, en créant des audiences adaptées. Très pertinent. Les carousels, idéal pour raconter une histoire, pour emmener dans un univers progressivement, pour raconter quelque chose. Ça peut être de l'image, de la vidéo, ça peut être une multiplicité de formats. Après, là, on commence à entendre dans des formats qui sont de plus en plus spécifiques. On a le format story, en tout cas le format qui est très mobile du coup dans son approche, avec vraiment qui utilise l'intégralité du format éphémère, très efficace pour capter l'attention et qui permet de toucher différemment les audiences. On sort un petit peu du post classique pour ensuite aller toucher un peu sur un canal un peu propre. Les Reels font la même chose côté Instagram. Ensuite, on a les formats dits interactifs. Donc là, ils sont extrêmement spécifiques. Celui que je vais avoir en tête, pareil que je mets en exemple, c'est celui de Snapchat avec la réalité augmentée. Mais il en existe plein d'autres. Ils sont chacun propres et adaptés à chacun des réseaux. On a les épingles avec Pinterest, on a effectivement la réalité augmentée pour Snapchat et ainsi de suite. Et enfin, beaucoup plus rare, mais il y en a un petit peu, on retrouve des annonces search. Donc les annonces search, c'est les annonces qu'on peut retrouver qui sont les annonces emblématiques de Google, par exemple. Qu'on peut retrouver dans certains formats comme LinkedIn et Facebook. C'est un format assez minoritaire en soi, mais il a au moins le mérite d'exister et d'être utilisable. Du coup, maintenant qu'on a mené un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce qu'on peut retirer un peu de tous les projets, tout ce qu'on a commencé à lancer? Ici, on fait face à cette date butoir. Voilà, maintenant, on a atteint l'instant T. On s'était mis 1 mois, 1 an, 6 mois. Qu'est-ce qui en a découlé? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Au niveau du social media, donc on a mis côté organique. Si on met de côté le côté, ads qui sera déployé par Pierre tout à l'heure. Évidemment, poster animé ne suffit pas. Là aussi, on peut le voir souvent, des marques ou des présences où on a du contenu qui est diffusé et au final, on ne voit pas forcément les performances. Les gens qui gèrent les contenus ne gèrent pas les performances. Une fois que c'est diffusé, j'ai fini mon travail. Alors non, c'est peut-être même une étape encore plus importante, j'ai envie de dire, de voir comment ça s'est passé, si ça a été vu, etc. Idéalement, il est intéressant de se poser sur les résumés avec les KPI au début du mois, sur le mois d'avant. Par exemple, nous, on travaille avec Swello, on a un export mensuel avec le top des postes, la couverture, les engagements, etc. Ça nous permet
sans pour autant avoir de gros enseignements, de prendre un peu le pouls de nos présences. Et là, on va vraiment avoir un aspect enseignement, et on va peut-être se poser sur ce qui marche pas, et potentiellement faire évoluer les contenus et les plannings. Ce sera sur un bilan trimestriel, où on a évidemment une période un peu plus longue pour se dire ce qui marche et ce qui marche pas vraiment. Il y a peut-être des thématiques que l'on a fait naître dans la stratégie, où on s'est dit ça c'est sûr ça va marcher, parce que ça coche toutes les cases de mes cibles, de mes objectifs, de mes contenus, de ma marque, et finalement ne marche pas forcément, parce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé, parce que l'algorithme a changé. C'est des fois, souvent le cas. Donc c'est de se dire, ok, je ne vais pas forcément pousser ce contenu-là, même s'il me semble légitime. Si on l'a posté pendant les 3 mois, on a posté 4 fois cette thématique, et c'est à chaque fois dans le bas du classement, il est peut-être le temps de tirer ces enseignements-là et de s'adapter. Au-delà de ça, qu'est-ce que c'est justement ces KPI pour le côté social media et organique? Évidemment, le premier KPI, c'est les impressions et les couvertures. Alors, ces mots impression et couverture changent un petit peu selon les réseaux sociaux. Impression, on verra plus sur LinkedIn, couverture, portée, c'est plus sur Meta, donc Instagram et sur Facebook. Je l'ai mis en premier, là où, alors tout dépend évidemment de nos objectifs. Si vous êtes sur de la visibilité et de la notoriété, ce sera vraiment le top 1. Si vous êtes sur de l'engagement, il passera peut-être en 2. Mais les impressions couverture portée, si je fais toute la liste d'un coup, je l'ai mis en 1 parce que dorénavant, en 2024, on se rend compte que le dark social, donc tout ce qui se passe pas forcément, qui n'est pas forcément visible sur notre page, les partages par exemple en one-to-one, en MP Instagram, etc., on ne va pas forcément le voir, nous, dans les statistiques, mais pourtant ça va augmenter notre couverture. Donc vraiment, cet aspect visibilité globale, au-delà même de nos engagements, est très important. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas forcément faire un total de la période, mais aussi une moyenne par poste. Parce qu'évidemment, si on fait 50 contenus dans le mois et qu'on passe à 10 contenus par mois, on aura évidemment une impression qui sera plus faible, mais peut-être que sur ces 10 contenus, ils seront peut-être plus vus aussi. Donc de faire une moyenne de visibilité, de couverture par poste est intéressant. Le deuxième, c'est évidemment les interactions et les engagements. Donc on parle des likes, des commentaires, des partages, alors des enregistrements aussi parfois sur Instagram notamment. Donc c'est un trio un peu plus classique. Et là où Pierre ne pourra pas me contredire, c'est aussi les clics, ce qui peut, qu'on peut parfois oublier. Ça peut nous paraître un peu secondaire. Et pourtant, les clics, c'est vraiment un engagement là où désormais les gens, les internautes ont beaucoup de messages sur leurs écrans. Un clic peut vraiment déjà être un engagement en soi. C'est par exemple le cas sur LinkedIn, sur les documents, où on se rend compte que quand on diffuse un document, donc un PDF avec plusieurs slides sur LinkedIn, les taux d'engagement, dont on parle plus tard, sont beaucoup plus forts, et les engagements au global aussi, parce que inconsciemment les gens vont slider et vont cliquer pour avoir la slide suivante, sans forcément liker le contenu, mais le clic fait office de like. C'est un peu, voilà, il faut aussi aller au-delà du côté quantitatif, il faut aussi aller dans le qualitatif. J'en parlerai un peu plus tard, c'est la partie de droite. Le troisième gros KPI, c'est évidemment l'évolution de la communauté. Alors là, qui peut être d'une importance plus ou moins forte selon le réseau social. Là où sur TikTok, par exemple, la communauté passe peut-être en second plan face aux vidéos qui peuvent faire partie aussi d'un KPI. Je ne l'ai pas forcément mis, mais c'est à prendre en compte. On peut mettre aussi dans les interactions et dans la couverture. Les vidéos et peut-être le KPI number one sur TikTok. Là où sur la communauté, le fait de suivre des gens sur TikTok, c'est pas forcément une habitude. TikTok se base vraiment sur son algorithme et sur les habitudes de ses utilisateurs, avec le pour toi, etc., pour faire office de contenu sans pour avoir. On fait face à des contenus qui nous est
vraiment propres à nos passions et à nos intérêts, sans forcément suivre des gens spécifiquement. Pour autant, sur Instagram ou encore sur Facebook, ça peut être intéressant de voir aussi l'évolution de l'intérêt que portent les gens sur notre marque. Le quatrième point, c'est le taux d'engagement qui faisait la pluie et le beau temps il y a encore quelques années, qui maintenant est mis un peu de côté, mais qui donne quand même une tendance sur évidemment la fidélité et l'intérêt que porte la communauté à nos contenus. On met un chouïa de côté maintenant parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui fait vraiment foi, c'est la visibilité et que des gens qui peuvent passer un peu de temps sur son contenu et qui ne va pas forcément avoir un engagement, ni commentaire, ni like, etc., va pour autant valider votre contenu, s'y intéresser. Et c'est un peu l'engagement indirect que les statistiques ne vont pas compter et qui pourtant marchent pour les performances de vos contenus. Donc ça, ce taux d'engagement-là ne pourra pas prendre en considération juste le fait que la personne ait lu votre contenu et le valide. Donc ça, c'est un peu dommage que ce taux d'engagement-là soit mis des fois trop en avant, mais il ne faut pas que ce soit le seul KPI. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas avoir que l'aspect quantitatif, mais aussi l'aspect qualitatif. L'exemple que je mets, c'est par exemple une publication sur Facebook. D'habitude, vous avez peut-être 20 commentaires, là vous en avez 150. Vous vous dites, bah, génial, j'ai un taux d'engagement de fou, et j'ai un nombre d'engagements intéressant. Et quand je gratte un petit peu pour en savoir un peu plus, je me rends compte que l'ensemble des commentaires, ou en tout cas les 3 quarts, sont négatifs parce que il y a eu un problème SAV, il y a eu un problème de qualité, il y a eu un problème n'importe. Et ben là, on va se dire, ok, on a un besoin d'engagement, mais qualitativement, on aurait pu s'en passer. Donc voilà, c'est des choses où aussi il faut faire aussi confiance au community manager qui est derrière dans l'opérationnel, dans la modération. On en revient à la modération, à l'importance de la modération, de se dire que il ne faut pas juste recracher des chiffres sur un bilan, mais aussi savoir les lire et connaître aussi sa communauté et l'accueil de ses contenus. Côté ads, un peu plus de KPIs effectivement à suivre. Forcément, on est un peu en mode tracking, on va absolument tout savoir de nos cibles, on est très très curieux. Effectivement, basique, c'est généralement les leads, les achats qu'on veut absolument savoir. Encore une fois, comme l'a dit Clément, ce n'est pas une finalité en soi, il y a beaucoup d'étapes au préalable à analyser pour être très content des résultats finaux, puis se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, ou en tout cas qui pourrait être vraiment optimisé. Tous les autres KPIs que je vais citer sont importants, n'ont pas lieu d'être analysés seuls, c'est toujours à voir dans le global. Typiquement, classique, l'origine de tout, les impressions et les clics, le nombre de fois une annonce est affichée, le nombre de fois où on clique sur l'annonce. C'est la base. Si ça ne va pas déjà, c'est qu'en gros l'annonce ne plaît pas, ne convient pas, ne trouve pas un public. Ensuite, derrière ça, on va quand même analyser le taux de clic. Si effectivement on est cliqué quelques fois, on a une centaine de clics, mais qu'on a été diffusé 1 million de fois, il y a un problème. Effectivement, on n'intéresse pas l'audience que l'on touche. Donc, on va aussi générer un très bon taux de clic. Après, le sujet, le secteur d'activité, la plateforme elle-même font qu'il y a des moyennes à atteindre qui sont très très différentes. À nous de trouver quelque chose qui puisse nous convenir. Et enfin, coût oblige, on a généralement une logique de CPC. Donc, si elle ne s'applique pas forcément, le CPC c'est surtout très très utilisé pour côté Google. Côté social ad, moins, parce qu'on est décompté un peu en termes de budget à l'impression et non pas au clic, comme sur Google. Toutefois, ça permet d'avoir une donnée supplémentaire et de savoir un peu combien nous coûte en moyenne l'interaction basique, à savoir le clic, combien ça nous coûte à chaque fois. L'idée étant d'avoir la valeur la plus faible possible pour effectivement se dire que l'on est rentable, qu'on atteint quelque chose d'intéressant. Dans le même ordre d'idée, on a le CPM qui, lui, ne prend pas en compte le clic, mais pour 1000 impressions, combien nous a coûté d'être affiché, vu 1000 fois avec notre annonce. Déjà, avec ces 4 KPIs-là, on a déjà une première approche de savoir si on réussit à toucher une audience et si elle nous répond. Ensuite, les autres KPIs, ça va être l'étape juste avant la conversion finale, en gros, le taux de conversion. Combien de fois je convertis l'audience que j'arrive à toucher.
c'est assez important. Pareil, c'est aussi un pourcentage qui évolue en fonction de la plateforme et de tous les autres critères, à nous de trouver après une moyenne qui est satisfaisante et de comparer les campagnes entre elles au fur et à mesure. Enfin, le ROAS, donc le revenu généré pour chaque euro dépensé sur une campagne, sur une annonce, combien nous a rapporté Basico, si on réduit ça un petit peu à ça, qu'est-ce qu'on investit pour chaque euro? Est-ce qu'on souhaite avoir un ROAS de 2, 3, 4, 5, 6? Tout dépend des frais que l'on a engagés. Tout dépend aussi du retour sur investissement, de la marge que vous avez de votre côté. Combien doit vous coûter l'action finale que vous souhaitez avoir, le lead, l'achat. Ensuite, on va avoir des KPIs qui sont un petit peu secondaires, mais qui sont plus liés à une plateforme ou à un format. Donc là, j'en ai listé 2 qui sont très importants. C'est le taux de progression de vidéo. Généralement, la vidéo n'est pas un contenu qui génère beaucoup de conversions au final. Et ce n'est pas son but. Son but, c'est essentiellement de communiquer, d'atteindre une audience, de diffuser un message. Mais du coup, on veut savoir si, au-delà des simples vues de vidéo, basique, quand on regarde le KPIs de base, c'est très peu intéressant. On va essayer de savoir plutôt combien de personnes ont vu 50%, 75%, voire la totalité de la vidéo. Ça, c'est beaucoup plus parlant. Du coup, on peut réellement se rendre compte de combien de personnes ont vu l'essentiel de mon message, voire sa totalité. Et ensuite, peut-être recibler ces gens-là, parce qu'ils ont été à même de suivre toute une vidéo qui peut parfois durer 1 minute ou plus sur un réseau, ce qui est considérable maintenant que le taux d'attention qu'on a à l'heure actuelle. On peut se dire vraiment ces gens-là ont réellement quelque chose pour moi. En tout cas, je les ai intéressés. Et enfin, la répétition, comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser pour savoir si on ne lasse pas son audience. Parce qu'effectivement, contrairement aux social media où on va diffuser un peu sur une communauté qui déjà est en demande de contenu, nous, on va vraiment sortir de ce cadre-là. On va peut-être même avoir un cadre très restrictif. On veut vraiment être sûr de toucher une audience très précise, de ne pas en sortir. On peut bloquer l'algorithme à ce niveau-là. Et l'idée, c'est de savoir si on ne finit pas par la lasser. Donc, la répétition, son rôle, en gros, c'est combien de fois, en estimation, une annonce est vue par une seule personne. Si déjà on dépasse 2 ou 3, ça commence à être problématique, parce qu'effectivement, ça nous est tous arrivé. On scrolle sur notre feed d'actualité et on voit plusieurs fois le même contenu. C'est extrêmement agaçant. Généralement, on masque, on bloque. Enfin, c'est énervant. Du coup, à force de faire ça, on réduit le potentiel de sa communauté et de sa cible. C'est une mauvaise chose. Donc, il faut très vite soit agrandir son audience, soit arrêter le contenu, faire autre chose. À ne pas oublier par contre que ça, c'est le KPIs qui existe déjà nativement sur l'essentiel de toutes les plateformes, mais il est tout à fait possible de créer vos propres conversions, vos propres KPIs pour chacune des plateformes via des petites formules de maths. On peut reprendre les KPIs de base, en faire une formule et l'adapter selon ses besoins. Enfin maintenant, la dernière étape, ça y est, en gros, ce sur quoi on peut partir. Donc il y aura des conseils, des idées, des projections sur l'issue de tout ce qu'on vous aura expliqué, mais aussi une fois que vous avez un peu terminé, vous êtes posé un peu au niveau des résultats de vos campagnes. Au niveau du social media, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais évidemment l'importance de rester en veille sur les actualités des plateformes, parce que ça change très vite, d'un mois sur l'autre. Vos contenus peuvent être obsolètes, alors je force un peu le trait peut-être, mais presque pas. Là où LinkedIn jurait par les hashtags il y a encore 6 mois, nous annonce que ces hashtags maintenant ne servent plus trop à grand chose. Là où les mentions peut-être ne vont plus avoir vraiment d'importance, des formats qui étaient avant bien mis en avant ne vont plus forcément marcher. Par exemple, les diaporamas sur Instagram qui étaient limités à 10 slides, maintenant on peut en faire 30. C'est des choses comme ça, d'intégrer aussi des musiques sur le feed Instagram. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Souvent aussi, parce que les nouveautés, alors même si les réseaux sociaux ne le disent pas, mais peuvent être mis en avant au niveau de l'algorithme, d'être un peu dans le coup à chaque fois quand on poste, permet de se mettre dans les bonnes grâces des algorithmes. Donc, vraiment rester en veille est une importance capitale. On vous donnera par la suite quelques sources qui nous sont importantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'adaptation des formations dans le réseau. J'ai pu en parler tout à l'heure aussi, mais là, on va en faire peut-être un reel vertical sur Instagram, peut-être qu'on va passer sur du carré sur Facebook, même si maintenant il y a aussi les reels et les stories. Peut-être qu'il y a un post avec plusieurs visuels sur Facebook, on va en
faire un diaporama sur Instagram, on va peut-être garder le post, enfin, pardon, le visuel le plus évident. Peut-être que sur LinkedIn, on va passer sur un document, on va faire un sondage. Voilà, c'est des choses où on essaye aussi de ne pas ennuyer l'algorithme et de toujours garder, pas toujours garder le même format. Évidemment, de rester à l'écoute de sa communauté et de ses envies changeantes. D'où aussi une des étapes pour le community manager, c'est de connaître sa communauté et de connaître ses attentes, savoir ce qui peut marcher, ce qui peut marcher un peu moins bien. Donc c'est vraiment intéressant de garder en tête justement ce côté modération et d'être quotidiennement derrière les présences. Tout ça fait partie vraiment des bonnes pratiques. Et aussi mettre à jour sa stratégie social media. Donc l'étape avant projet au niveau social media, de se dire ok, comment je parle, quelles sont mes cibles, mes thématiques, etc. Ça aussi, ça a une durée de vie, c'est un peu une DLC. Et au bout de un an et demi, 2 ans, ça serait peut-être le temps de remettre le nez dedans et de se dire ok, qu'est-ce qui marche pas, est-ce que mes cibles ont évolué, est-ce que mes plateformes, peut-être même revenir sur la stratégie de présence, est-ce qu'il y a des plateformes que je peux maintenant prendre en considération, est-ce qu'il y a des thématiques au-delà même des bilans que je peux venir moduler, est-ce qu'il y a vraiment des nouvelles thématiques qui doivent être prises en compte, est-ce que je change de gabarit, etc. Donc c'est de jamais se reposer sur sa laurier et de toujours être sur le qui-vive et de s'adapter aux réseaux sociaux qui changent sans forcément vous attendre. Côté ads, on va retrouver pas mal de choses en commun. Donc ça passe effectivement par l'analyse des performances de ces campagnes. Il faut vraiment se poser, savoir ce qui s'est passé. Tant pour les campagnes run, donc en gros qui durent sur une durée sur le papier infinie, qu'on ne fait qu'adapter, et les campagnes dites de push, qui ne sont là que pour répondre à un besoin ponctuel, comme une saisonnalité, typiquement les fêtes de Noël, le Black Friday, ce genre de choses. Ne pas hésiter aussi à utiliser la fonction de reporting de ces différents leviers, de se poser et de segmenter ça selon des groupes. Typiquement, tiens, je vais faire l'analyse globale uniquement côté femmes ou côté hommes, uniquement les moins de 50 ans, et de savoir un peu comment ils ont réagi à ces différentes choses. C'est un temps où on se pose et on regarde un peu les résultats. Basé sur ça, on ajuste évidemment pour la suite, pour les campagnes suivantes ou pour les campagnes actuelles. On peut très bien se poser là-dessus, on avance en même temps pour apprendre à chaque fois de tout ce qu'on fait. C'est le maître mot, apprendre. Si on a un doute, si on souhaite proposer quelque chose de nouveau sans prendre de risque, on peut partir aussi sur des A/B testing. En gros, on va lancer 2 contenus similaires mais avec une différence. Est-ce que c'est une différence en termes du message, du wording, de la cible? Voilà. Pour justement savoir qu'est-ce qui, au final, marche le mieux. Peut-être que les deux vont marcher, on peut avoir une belle surprise en se demandant, finalement, voilà, les deux choses fonctionnent en même temps. Bref, c'est ne pas hésiter à expérimenter et à couper, finalement, ce qui a l'air de moins marcher. Adapter ses audiences, c'est le plus important. Savoir un peu où on met les pieds et comment réagit cette communauté. Donc, elle réagira différemment, effectivement, côté social media que côté social ads. On va plus lasser notre audience que vraiment ne pas la toucher. On la touchera de toute façon, c'est un peu le principe, sauf qu'on est en concurrence avec d'autres. Donc, on pourra proposer quelque chose de moins bien et on pourra la lasser. Donc, ne pas hésiter à évoluer là-dessus. Et enfin, le dernier, c'est ne pas hésiter, en tout cas côté social ads, social media effectivement c'est une autre problématique, ne pas hésiter à être présent sur plusieurs leviers ou canaux. Au sein d'un même levier, effectivement, on a plusieurs canaux différents. On va avoir le réel, les stories, les posts. Ça, c'est différents canaux. Donc, pas hésiter à être présent un peu partout. Mais aussi, ne pas hésiter à un moment donné à augmenter un peu sa surface un petit peu de diffusion en achetant Pinterest, par exemple, qui est un réseau qui peut être moins bien pensé, en tout cas dans son usage, et qui peut offrir de belles surprises. Ensuite, ça peut être ajouter Facebook, alors qu'on était focus sur Instagram. Bref, ne pas hésiter à augmenter les points de touche. Sachant que maintenant, on est de moins en moins attentif au réseau, aux messages qu'il véhicule. Il peut donc être très intéressant de multiplier les points d'accroche de touche pour parler correctement à sa cible, surtout en fonction de l'intensité qu'elle veut donner au message qu'on lui porte. Est-ce que d'abord elle fait juste en recherche, puis après elle va rechercher activement une solution à son problème? Est-ce qu'elle est dans la fidélisation? Tout va dépendre de où elle se place dans le funnel.
Et enfin, donc voilà, nos petites astuces de veille, donc différents, sites, ressources qui peuvent être intéressantes. Donc j'avais cité entre autres les bibliothèques de contenu. Effectivement, il y a celle, de Google, mais il y en a une par levier, donc vraiment, il y a celle de Pinterest, de LinkedIn, de Facebook, Meta, enfin, ils ont chacun une. Ne pas aussi hésiter, avec Petit Moment Chauvin, à aller sur le site Noise, et son blog, où on rédige très régulièrement de nombreux articles sur différents sujets, y compris celui sur lequel on vient de parler. Et je vais laisser Clément présenter ceux que lui utilise plus, même si moi aussi j'y suis de toute façon. Oui, pour faire le lien un peu entre les deux, il y a les TikTok Trends qui est super intéressant. Ça nous donne les sons, les vidéos, les tendances qui montent un petit peu. Je crois qu'il y a même parfois, enfin, je suis même sûr, même en France, sur les 15 derniers jours, les 24 dernières heures, etc. Donc ça vous permet de savoir un petit peu comment marche TikTok et les tendances qui peuvent popper en 24 heures, sans trop savoir pourquoi. D'autres sources un peu plus officielles, ou en tout cas un peu plus blog, contenu, il y a BDM, donc le blog du modérateur. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter qui est pas mal. Le petit digital aussi qui est intéressant, aussi pour la phase inspiration. Creapills, on n'a pas mis, mais le petit digital Creapills, ça peut marcher, c'est même très bien. Et tout ce qui est veille des réseaux sociaux, il faut aller voir aussi les blogs officiels des réseaux sociaux, même si c'est mis à jour un peu quand ils veulent. C'est pas forcément tout le temps à jour. Mais pour Instagram notamment, ce qui est super important quand on est un petit peu dans la veille, c'est de suivre donc, le directeur d'Instagram. Alors, sur Instagram, c'est Mossery, M-O-2-S-E-R-I, donc c'est le petit monsieur en bas à gauche, qui fait souvent des prises de parole vidéo avec les changements, quand il y a un changement d'algorithme, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, des musiques qui s'intègrent maintenant dans le feed, les nouveaux stickers en story, etc. Et il fait aussi souvent des moments de questions-réponses où les gens lui posent des questions, alors pas forcément en live, hein, évidemment, il filtre un petit peu, mais il est assez ouvert quand même de gens qui des fois disent je n'ai pas assez de visibilité, quels sont un peu les tips que je peux avoir sur Instagram au niveau organique, etc. Donc il est assez large dans ses questions-réponses et ça devient vraiment presque une obligation de le suivre quand on est sur les réseaux sociaux. Voilà. Je ne vous oblige pas, hein, mais faites-le. Mais faites-le. Voilà pour nous. On laisse la main à Camille. Super, merci beaucoup messieurs pour toutes ces informations et toute cette structure de stratégie que vous nous avez partagée et qui du coup, on l'espère, vous aidera à donner une nouvelle dimension à votre stratégie et social media et SIA et qui fera peut-être chez vous germer voilà, l'idée d'une synergie entre ces deux expertises qui fonctionnent très très bien ensemble. Évidemment, comme d'habitude, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur notre page Google. Pour ce faire, vous avez le petit QR code juste en haut de l'écran qui vous réorientera naturellement là-bas. Bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser soit directement maintenant dans le chat, soit nous les envoyer un petit peu plus tard par notre messagerie LinkedIn, évidemment, sur laquelle on vous répondra bien volontiers. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce live et merci Pierre et Clément pour votre intervention. Merci. Merci.